d'être venue ici. Moi, je suis très heureuse d'avoir beaucoup de monde. Et donc, je peux deviner que vous êtes curieux et curieuses. Et c'est un plaisir de parler pour les gens comme ça. Donc voilà, la question qui était posée, c'est à qui appartient l'espace? Et c'est une question clé de cette conférence. Donc, d'abord, je veux poser la question, c'est quoi l'espace? Parce qu'on ne sait pas, même les chercheurs, ils se demandent, par exemple, dans l'ONU, il y a un comité ESPREI, c'est un comité de recherche, tout ce qui concerne l'activité spatiale en manière de paix et tous ces trucs-là. Et il y a, dans le cadre du travail de ce comité, il y a une question précise qui se pose pendant 50 ans. C'est d'où commence l'espace et où il y a le fond de cet espace. Et dans la question de juridique aussi. Parce qu'on peut poser les règles juste pour l'espace, pour une activité que nous savons et on peut accéder là. Donc voilà, il y a deux approches de mesurer l'espace. D'abord, c'est approche territoriale. Donc l'espace extra-atmosphérique commencerait à une altitude d'environ de 100 km. Peut-être vous avez attendu de l'île de Kármán. Donc c'est un chercheur américain et hongroise en même temps. Donc il a dit que l'espace, donc manquement de l'air, il y a là-bas. Donc c'est juste de questions de physique. Il a dit que peut-être ce sera 100 km. Mais pas tous les pays ils sont d'accord de cette question-là. Par exemple, les États-Unis et tous les autres pays qui avec eux. Il dit que non, c'est pas ça. Pourquoi tellement cadré, carré? On veut autre approche. Et il y a l'autre approche qui s'appelle fonctionnelle. Donc, si vous avez attendu de activités spatiales comme tourisme dans l'espace ou Katy Perry qui volait là-bas. Donc, il y a la question, est-ce que c'était vraiment de activité spatiale ou c'était juste activité aérienne parce que les technologies n'est pas les mêmes. Par exemple, il y a une technologie qui utilise l'air. Donc, c'est comme l'avion. En propulsion qui donne une énergie qui vole dans la stratosphère. Et c'est tout. Est-ce que c'est l'activité spatiale ou toute cette question-là, toutes les activités comme ça, elle peut régler par le droit aérien? C'est vraiment les branches différentes. Moi, je ne connais rien par rapport au droit aérien, donc vous pouvez me poser aucune question. Voilà. Il y a autre question, c'est du statut du corps céleste. C'est quoi le corps céleste? Vous savez, hein? Vous pouvez m'aider? C'est quoi le corps céleste? La Lune? Super. La Terre aussi, c'est un corps céleste. Voilà. C'est la question. Est-ce que le corps céleste, il est aussi peut être réglé par le droit spatial? Parce que l'espace, oui, c'est juste l'espace infini, mais la Terre, c'est aussi partie de l'espace. Ici, la Terre, elle peut être réglée par le droit spatial. Ici, il y a la question vraiment, parce que, OK, quand je demandais, vous m'avez répondu la Lune, oui. Mais on peut regarder dans le miroir, OK, il y a la Lune, mais la Terre aussi, c'est corps céleste. Donc, par exemple, si on fait la mine de ressources terrestres, est-ce que c'est peut régler par le droit spatial les mêmes choses, les mêmes moyens comme sur la Lune? Parce que maintenant, il y a aussi beaucoup de projets, peut-être vous avez entendu de projets qui s'appellent Artemis. C'est un projet des États-Unis, mais aussi il y a le projet de laboratoire, soi-disant, scientifique de chinois et russes. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Voilà. Donc, le corps céleste, c'est aussi de partie de l'espace. Et c'est aussi de partie des droits spatiaux parce que c'est bien écrit dans le traité de l'espace. Il y a, si on parle de droit, il y a 5 traités, c'est comme le charte, c'est comme Bible, si on peut dire, dans cette direction-là. Donc c'est un document qui est extrêmement important.
Et ces 5 droits, 5 traités, il règle de tout ce qu'il y a. Mais c'est juste, je ne sais pas si on peut imprimer de tous ces traités, ce sera peut-être 20 pages. Donc c'est vraiment une toute petite règle. Et toutes les autres questions qui se posent, c'est juste notre imagination dans le cadre de ces règles, comment régler les nouvelles activités. Et le dernier traité, il était mis en œuvre dans 1986, je pense. Donc, c'est vraiment ancien. Pour les activités spatiales, oui, parce qu'il n'y avait pas eu les questions qu'on va poser un peu plus loin. Donc, par exemple, les débris spatials. Il n'y a pas les questions par rapport de extraction de ressources sur la Lune et l'autre corps céleste. Il y a un traité qui s'appelle Accord sur la Lune, mais il n'y a presque pas de règles par rapport à comment il faut partager, comment il faut devenir le propriétaire. Il n'y a pas de questions comme ça, de règles comme ça. Et autre question que je veux poser, c'est comme le question à la base, c'est une interrogation conceptuelle. S'agit-il de penser l'espace pour la Terre ou la Terre pour l'espace? Donc, nous avons besoin, si dire simple, nous avons besoin de l'espace pour servir sur la Terre, mais aussi, par exemple, si la Terre, elle peut donner quelque chose pour l'espace. Et si on parle d'extraction de ressources spatiales, je peux répondre brièvement que oui, parce qu'il y a un concept, c'est qu'on peut, si on va faire l'extraction de ressources spatiales sur la Lune et l'astéroïde et les autres corps célestes, on peut sauver la planète, notre planète, de surextraction ici sur la Terre. Voilà, et donc je vous proposais quelques réponses par rapport à qui appartient l'espace. Donc ça peut être qui? Le puissance spatiale majeure. J'ai posé ici les États-Unis, la Chine, la France, mais il y a plusieurs autres. Maintenant, il y a plus que 150 pays qui se considèrent comme les pays spatials, ils ont l'agence spatiale, ils ont le satellite sur l'espace, donc il y a beaucoup de pays qui font l'activité spatiale. Aussi, il y a les entreprises, notamment des secteurs commerciaux, parce que tout le monde connaît Elon Musk, mais pas que lui. Il y a beaucoup des entreprises, 1000 des entreprises, et maintenant, chaque pays, il y a soutient beaucoup de startups et les autres entreprises qui font l'activité spatiale parce que c'est plus efficace. Aussi, il y a les acteurs militaires. Il ne faut pas oublier que l'activité spatiale, elle est commencée par le militaire. Parce que le premier fusée, il était militaire. C'était daté dans le 1944. Donc, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale que Wernher von Braun il a créé le premier fusée qui, après, il était modifié dans le programme américain. Voilà, il y a aussi les consommateurs de services spatiaux, c'est nous. Parce que chaque jour, on utilise les services spatiaux, comme les météos, comme le télécommunications, de navigation. Moi, j'utilise beaucoup de Google Maps. Je pense que oui, vous aussi. Et voilà. Les formes de vie extraterrestre, pourquoi pas? Vous savez, il y a une grande branche de droit spatial qui s'occupe de ça. Aussi, il y a la nature elle-même. Pourquoi pas de considérer l'espace comme aussi la nature qu'il faut protéger, comme la nature de la Terre, parce que, comme j'ai dit, la Terre, c'est aussi corps céleste. Et les autres entités potentiellement considérées, si vous pouvez ajouter ici quelqu'un d'autre, c'est intéressant peut-être, vous pouvez m'aider, compléter cette... Alors, c'est qui? Qui d'autre appartient à l'espace? Bien commun. C'est très bonne notion parce que c'est vrai, maintenant, comme les Américains l'ont dit, parce que dans le droit spatial, dans le traité que j'ai mentionné,
Il y a une petite mention que ça appartient à un bien commun, que l'espace c'est un bien commun. Mais après de première élection de Trump, et il a dit qu'il a mis en œuvre les documents qui l'Amérique, les États-Unis, ils ne considèrent pas l'espace comme le bien commun. Donc, il y a beaucoup de pays qui le suivent. Donc, maintenant, il y a beaucoup de discours par rapport à ça. Mais c'est une bonne notion. Merci beaucoup pour ça. Les autres idées? Oui? L'ONU? D'accord, c'est intéressant aussi, mais l'ONU, ce n'est pas un sujet juridique. Donc, l'ONU, c'est beaucoup de pays qui se réunissent et qui se discutent. Donc, si on parle de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a subjectivité. Par exemple, moi, je suis née, donc je peux marcher, je peux acheter quelque chose, je peux parler avec vous. Donc, je suis un sujet physique et juridique. Mais l'ONU, il n'est pas soi-même il ne peut pas rien faire sans pays qui se réunit. Donc, subjectivité juridique, c'est tous les pays. Donc voilà, c'est pour ça l'ONU, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que l'ONU, elle fait beaucoup pour créer de droits spatiaux. Donc merci pour cette notion aussi. Peut-être les autres? Aux artistes? J'aime bien aussi parce qu'on oublie que l'espace, c'est une grande... c'est une chose qui inspire les gens pendant toute l'histoire de l'humanité. Donc vraiment, les artistes, c'est une bonne notion. Merci. Et les autres? Non? Ok, on va suivre plus loin, on va passer plus loin. Donc, si je parle comme juriste, je peux mentionner que l'article 2 du traité de l'espace de 1967, c'était le premier traité, consacrait le principe de non-appropriation de l'espace extra-atmosphérique. Donc, aucun pays ne peut pas dire que l'espace au corps céleste l'appartient. Mais vous pouvez me demander, mais comment ils ont, beaucoup de pays, ils ont le projet de l'extraction de ressources spatiales s'il n'y a pas de possibilité d'avoir le propriété. Il y a une petite lacune, je ne sais pas comment dire ça. J'ai appris le mot magouiller, je ne sais pas en français. Donc c'est une magouille, si je peux dire comme ça. Parce qu'ils ont dit que, OK, on ne peut pas s'approprier de corps céleste entière, mais on peut extraire quelque chose. Et c'est quelque chose après, comme on réfère, on peut, pourquoi pas. Et aussi, ce n'est pas le pays qui l'appartient. C'est beaucoup d'entreprises commerciales, ou par exemple quelqu'un qui, je ne sais pas moi ou vous, qui va là-bas et faire quelque chose avec les ressources spatiales. Et vous pouvez me poser après la question par rapport de si on peut acheter une petite partie de terre de la Lune, mais je ne veux pas rester là. Si vous intéressez, je pourrais répondre dans les questions, dans le côté juridique, comment ça se passe. OK. Donc, je vais vous passer brièvement juste par rapport de chaque personne. Donc, si on parle de puissance spatiale majeure, donc il y a les gouvernements. Et si avant, par exemple, d'accord, si quand l'activité spatiale elle a commencé, j'ai dit que c'était beaucoup par rapport de programmes militaires, parce qu'il y avait eu cette révolté, donc il y avait eu cette guerre froide entre États-Unis et URSS, et chacun il veut être plus puissant, plus cool, plus bon. Voilà, et c'est pour ça, avant c'était vraiment astro-géopolitique, parce que chacun il veut être plus puissant. Après, la politique elle est un peu devenue un peu plus globaliste, donc les pays ils se réunissent, ils aident l'un et l'autre. Par exemple, vous avez mentionné ONU, il y a beaucoup de programmes d'ONU qui aident par rapport aux pays qui ne peuvent pas accéder à l'activité spatiale. Et on peut
gratuitement avoir les données spatiales, d'informations par rapport au climat, de l'eau, de plein de choses. Et c'est vraiment important. Maintenant, on revient un peu dans le même politique astro-géopolitique. Donc, on coupe beaucoup de programmes globaux pour ONU, par exemple les États-Unis, les autres pays, pour prouver qui est plus puissant et qui peut plus avoir les ressources spatiales. Donc voilà, la réglementation géopolitique elle a un peu changé. Si on parle d'entreprise, désolé pour l'anglicisme, je sais qu'en France, ce n'est pas très bien, mais j'ai pris le document de ESA, c'est à votre droit. Donc, ce rapport de ESA, il dit qu'il y a beaucoup d'investissements dans l'espace. Par exemple, dans le monde, c'est 122 milliards d'euros. Et aussi, par exemple, si on parle d'investissement d'entreprises privées, c'est juste 7 milliards d'euros. Mais quand même, c'est un grand argent qui tourne et c'est devenu possible juste parce qu'il y a cette activité spatiale commerciale. Et gouvernement, ils sont devenus de grands clients de services des produits spatiaux. Et aussi, cette nouvelle dynamique les plus marquée par la commercialisation a le terme qui s'appelle New Space. Et on peut parler ici par deux types de services spatials. C'est service en aval, donc c'est un service de lancement, de création de fusées. Aujourd'hui, on a créé même fusée ici en espace, même des petites fusées pour les enfants, mais quand même. Donc, tout ce type d'activité spatiale, c'est une aval. Donc, j'ai confondu tout. C'est upstream, donc c'est en amont. C'est de création de fusées, de lancement de tout ça, c'est ce type d'activité spatiale. Mais l'activité spatiale plus riche, plus importante, c'est ça, c'est en aval. Donc c'est tout ce qui considère de nous comme consommateurs. Comme j'ai dit, c'est un service de télécommunication, de services de météo, même le système bancaire, il travaille avec l'espace, avec le positionnement et tout ça. Donc, il y a un peu de chiffres aussi. Donc, si dans le 2021, c'était 10 milliards d'euros, ah non, ici, c'est dollars, désolé. Donc, dollars américains. Dans le 2030, ce sera 1000 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment activité spatiale s'augmente dans les questions de commercialisation. Si on parle des acteurs militaires, ici, j'ai pris comme exemple l'OTAN. Parce que l'OTAN, il a reconnu l'espace extra-atmosphérique comme un cinquième domaine opérationnel, c'est-à-dire que l'OTAN, il peut faire les projets, si je peux dire comme ça, les projets militaires là-bas. Avant, l'espace n'était pas considéré. Maintenant, il y a plein de choses comme ça. Il se développe vraiment très rapidement, parce que dans 2019, c'était juste reconnu l'espace comme domaine. Après, il y a eu le centre d'opération spatiale dans 2024. Et aussi, il y a beaucoup d'argent, donc 1 milliard d'euros qui était posé pour services de télécommunications exprès pour militaires. Donc, c'est vraiment à part. Donc, c'est bien protégé. Et voilà. Aussi, il y a un centre d'excellence spatiale à Toulouse qui était créé, si je ne me confonds pas, c'était dans 2024 ou même dans 2025, donc c'est vraiment récent. Et aussi, il y a une parole en général qui dit que l'OTAN il est dépendant de 90% de tous les services spatiaux. Si nous n'avons pas le service spatial, on ne peut pas faire les projets militaires, je peux dire comme ça. Voilà, c'est nous. Donc, les bénéficiaires de services, j'ai donné juste quelques exemples. Donc, c'est quoi? C'est les distributeurs automatiques de billets
serait défaillant s'il n'y a pas le signal temporel qui vient de l'espace. Aussi, navigation des avions, de bateaux, des autres types de transport, ça dépend de ça. La communication mobile, bien sûr. Aussi, toutes les gestions de changement climatique, donc de l'eau, des airs, de tout ça, ça dépend complètement de données spatiales de télédétection. Et aussi, il y a une nouvelle branche que c'est métadonnées, parce que j'ai juste parlé aujourd'hui avec mon collègue par rapport au projet de fournir toutes les bases de données qui maintenant sur la Terre, dans l'espace, parce que ce sera moins cher et ça va aider la planète de ne pas réchauffer, de ne pas utiliser de l'eau pour refroidir le serveur de données qui ici sur la Terre. On veut envoyer tout ça dans l'espace. Mais il y a autres questions et autres problèmes par rapport de cybersécurité. Mais on va parler, si vous voulez, un peu après. Donc, ce n'est pas le blague, vraiment, les formes extraterrestres, il est protégé par le droit spatial. Si on parle de article 9 du traité de l'espace, c'est bien dit que les États, parties du traité, effectueront l'étude de l'espace extra-atmosphérique, doit éviter les effets préjudiciables de leur contamination, ainsi de les modification, désolé c'est le mot, nocif du milieu terrestre, résultat de l'introduction des substances extraterrestres. Oui, ici, on protège plus de la Terre, parce que la Terre, c'est aussi les corps célestes. Mais si on parle un peu plus loin, il y a un comité pour la recherche spatiale qui s'appelle COSPAR. Et il y a 5 catégories différentes pour les planètes qu'il faut protéger aussi. Donc, si on va, je ne sais pas, sur la Lune, sur la Terre, sur le Mars, plein d'autres corps célestes, on le considère différemment. Et il y a un lien un peu avec les activités commerciales, parce que avant la Lune, il était corps céleste de catégorie 3, je pense. Et maintenant, il est devenu 1. Donc, ça a facilité de faire l'activité spatiale commerciale maintenant. Donc, il y a cette interdépendance de protection environnementale et aussi d'intérêt commercial. Voilà. Je ne veux pas plonger profondément parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais si vous vous intéressez, je peux partager même avec vous toute cette information. Voilà, autre objet de protection, autre objet à qui appartient l'espace, c'est eux-mêmes. L'espace, il faut protéger eux-mêmes aussi. Donc, l'environnement est l'ensemble de facteurs qui influencent sur le milieu dans lequel l'homme vit, parce que c'est toujours anthropocentriste dans le droit, parce que c'est nous qui créons le droit, donc on peut écrire n'importe quoi. Et l'espace extra-atmosphérique, il faut protéger comme les coquilles naturelles de la Terre et comme moyen de fourniture de notre qualité de la vie. Mais aussi l'espace, il faut protéger comme milieu naturel de nouvelles où on peut vivre dans le futur. Et voilà, c'est comme ça on vient dans le débris spatial. Mon sujet préféré parce que j'ai soutenu ma thèse doctorat ici. Donc, c'est un résultat de notre activité spatiale. Voilà, ici, c'est une petite vidéo que vous voyez. Ça date de 2016, donc c'est pas vraiment... Maintenant, c'est plus grave que vous voyez ici. Un peu de chiffres. Donc, maintenant, nous avons 40 000 objets suivis en orbite. Et je précise ici, c'est objets fonctionnels. Donc, c'est objets qui donnent le service. Mais la vie est très courte pour les satellites parce qu'une satellite, elle peut vivre 5 ou 10 ans et après, c'est fini. Et quoi faire après? Avant, c'était juste laisser tomber. Maintenant, vraiment pas tomber parce qu'elle reste quand même, elle peut rester. Ça dépend de hauteur de satellite. Elle peut rester dans l'espace 20 ans.
100 ans, 1000 ans, quelques mille ans, même milliards ans, si on ne fait rien. Maintenant, nous avons aussi 26 000 objets de débris. Mais ici, on parle de débris précis, mais ça dépend aussi de mesures de débris. Vous voyez ici de 10 cm, moins que 10 cm, de 1 à 10, et aussi plus petit. Mais comme chaque débris spatial, il est très, très, très rapide, donc même le 1 cm, c'est très, très, très dangereux, parce que même si on parle de station internationale ou même la station spatiale chinoise, et ils ont beaucoup de situations qui est dangereux pour les astronautes, ou taïkonautes, si on parle de chinoise. Et ça considère, ça vient de débris spatial. Parce que même les parties de 1 centimètre, comme vous savez, comme les peintures de fusée, ça peut aussi détruire le fenêtre. Et voilà, tu ne peux pas respirer et les gens sont morts. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est juste aussi un peu de description. Comment ça augmente rapidement, parce que dans 2024, il y a l'ajout de 3000 objets spatiaux supplémentaires. Donc, c'est qu'un an. Et c'est que du fonctionnel. Et après, tous ces satellites, ils deviennent morts. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Le débris spatial, ils sont les occupants ou propriétaires dans l'espace. Un peu de droit ici. C'est partie de mon thèse doctorat. J'ai essayé de prouver qu'il faut bien penser c'est quoi de débris, parce que c'est pas clair vraiment. On peut parler de, je ne sais pas, de petites parties de peinture, mais on peut parler de même chose de satellites entiers, ou même de des lunettes quelqu'un a oublié dans l'espace que j'étais avant. Les astronautes, cosmonautes, ils ont jeté tout. Donc tout ce qui n'appartient, c'était simple, parce que l'espace, il est infini, donc on peut jeter tout. Maintenant, c'est un peu changé par le droit spatial, mais quand même, il y a beaucoup de choses très bizarres dans l'espace qui volent. Voilà, donc si on pense, c'est quoi les droits, le débris spatial? Je veux dire que ça doit être quelque chose qui est identifié. Et si on revient sur les droits spatiaux, le traité sur l'immatriculation, parce qu'il y a le traité de l'espace, c'est comme le document clé, la base, mais il y a l'autre, par exemple, ça s'appelle Convention d'immatriculation de l'objet spatial. Cette convention, elle a dit qu'il faut chaque pays qui lance de fusées, il doit prescrire dans son propre liste d'immatriculation des objets spatials, et aussi envoyer cette information dans l'ONU. C'est comme ça, l'ONU, il est important. Et dans l'ONU, il y a la liste de tous les satellites. Mais il y a toujours mais. Parce que pas tous les pays veulent que les autres pays connaissent qu'il y a les objets spatiaux, par exemple militaires, ou à double usage. Maintenant, c'est très à la mode de dire tout à double usage. Et comme ça, on ne peut pas identifier beaucoup de satellites, même satellites entiers. Mais si on parle de petits parties qui étaient créés par les collisions, comment on identifie ça? Pourquoi je dis qu'il faut considérer les débris spatials que d'objets qui étaient identifiés? Parce que si, par exemple, une entreprise veut faire les bonnes choses, il veut retirer ce débris spatial pour nettoyer l'espace et pour faire le bien-être dans l'espace, c'est pas possible, parce que l'autre pays peut dire que tu attaques mon satellite. Et c'est comme ça, il y a le bloc dans la réglementation spatiale. Par exemple, je peux donner l'exemple concret, c'est pas le science-fiction. Il y avait eu une code de comportement dans l'espace. C'est un projet qui était créé par beaucoup de pays différents, qui dit quand même il faut régler cette question-là, parce qu'il n'y a pas maintenant de droit par rapport au débris spatial.
de droit dur, je peux dire comme ça, donc il n'y a pas de convention. Et tous ces pays, ils se réunissent, ils ont discuté, ils ont dit, waouh, oui, super, c'est très bon comme idée, il faut faire ça. Mais il y a eu quelques pays, et à la base, c'était un pays qui s'appelle la Russie. Elle a dit que, ben non, on ne peut pas régler ça parce que débris spatial, c'est une armée, c'est comme armement. Et il ne faut pas régler cette question-là, surtout dans le... On peut juste communiquer entre le militaire et ça ira. Donc vraiment, la question d'identification, elle est extrêmement importante ici. Autre, c'est le débris spatial, c'est que de satellites inutiles. Il y a beaucoup de propositions. Soit c'est non fonctionnel, donc satellite qui ne fonctionne plus, soit c'est quelque chose qui n'est pas utile. Oui, je sais, le juriste, il aime de jouer avec les mots, mais c'est vraiment important parce que derrière de chaque mot, il y a un sens. Et avec ce sens, les pays ou les gens qui veulent casser, qui veulent faire tout ce qu'ils veulent, n'importe quoi, ils utilisent ce sens pour faire tout ce qu'ils veulent. Donc, pourquoi j'ai proposé le satellite inutile? Parce que si on parle de satellite qui ne fonctionne plus, il y a le précédent, donc il y a les cas quand le satellite, il était fonctionnel, après, il ne fonctionne plus, donc tout est déchargé et voilà. Mais après quelques ans, même quelques mois, c'est très courant avec les satellites militaires à double usage, il recommence à travailler. Donc maintenant, il est devenu encore une fois fonctionnel. C'est pour ça, si on parle de satellites inutiles, c'est-à-dire que les objets ayant perdu leur destination d'origine, donc on parle d'origine, et n'ayant pas acquis une nouvelle destination. Donc, c'est quelque chose qui vraiment on ne peut pas réutiliser jamais. Donc, ce sera vraiment le débris spatial. Et maintenant, comme le service en orbite comme nouvelle branche d'activité spatiale se développe rapidement, c'est important de dire que débris, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas réutiliser. Et le troisième, c'est porteur de risque, parce que chaque satellite, vraiment, vous voyez ici, c'est une explosion, il porte le risque pour l'environnement, pour les technologies, pour juste tous les satellites, mais aussi à objets biologiques. Et ce n'est pas que nous qu'il y a dans l'espace. Il y a beaucoup d'autres objets biologiques qui nous amènent dans l'espace ou même quelque chose que nous ne savons pas, mais qu'il existe là-bas. Voilà. Ah oui, je sais beaucoup de mots, mais j'essaierai d'être bref. Vous voyez quelques exemples juridiques qu'il existe déjà. Donc, c'est une directive des États-Unis. Il est proposé aussi de termes, qu'est-ce que c'est le débris spatial. Et aussi, il y a un document de ONU, de Nations Unies, mais c'est comme le règle, comment vous pouvez l'utiliser ou pas. Donc, ce n'est pas vraiment le droit dur, ce n'est pas l'obligation, c'est juste de votre volonté de réaliser ce droit. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment de garantie. Aussi, si on parle d'autres objets spatiaux qui ne sont pas des débris, mais qui un peu rassemblent, c'est la fabrication ou opération en orbite, service en orbite, si on peut réutiliser ou changer comme je dis, de fonction des objets, ce n'est pas de débris. Aussi, il y a un patrimoine spatial. C'est les objets qui sont tellement importants pour l'humanité, pour les artistes, ou même pour les constructeurs des ingénieurs, qu'il faut protéger. Et ici, tout en bas, vous voyez ces termes que j'ai proposés dans mon thèse doctorat. Il est assez long, mais il y a tous les sens que j'ai mentionnés avant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces débris? Il y a évolution des luttes contre le débris spatial. Donc, c'est une vraie évolution parce qu'avant, comme j'ai dit, on peut jeter tout.
Après, les gens ont compris, ah oui, quand même, il faut faire quelque chose. Mes technologies n'étaient pas développées comme maintenant, par exemple. Donc, c'est toujours comparable. Et il y a un chercheur qui s'appelle Kessler. Peut-être que vous avez entendu. Si on parle de débris spatial, c'est toujours des effets Kessler. C'est un terme qui explique si on ne fait rien pour retirer le débris spatial, le débris sera tellement nombreux qu'on ne peut pas même accéder dans l'espace. Tout est fini, l'espace pour nous c'est fermé, on se débrouille juste sur la Terre, c'est tout. Voilà. Donc d'abord c'était réduction de débris spatial, après c'était surveillance et le troisième niveau c'est service en orbite. Un peu plus précisément, qu'est-ce que c'est cette réduction de débris spatiaux? Comme j'ai dit, l'ONU est aussi il y a un comité ESPRE, c'est comité de réduction de débris spatial. Il y a un comité comme ça, c'est une organisation internationale de tous les ingénieurs qui connaissent bien comment ça marche. Ils sont réunis et ils ont créé de réglementations, mais c'est plus technique. Donc il y a vraiment des demandes précises. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser des carburants durs, parce qu'il y a carburant dur, ce n'est pas toujours le liquide, de quelques millimètres. Donc il y a vraiment des réglementations très précises, techniques. Et ils sont réunis, ils ont créé cette règle de réduction des débris spatial. Donc c'est limiter les productions de débris lors les opérations nominales. Donc j'ai mentionné par exemple par rapport de carburant dur. Réduire le risque de fragmentation en orbite. Par exemple, avant, on a laissé tomber de cette satellite, il ne fait rien. Et après, maintenant, il y a la règle qui dit qu'il faut décharger satellite pour éviter des explosions. Parce que c'est possible que juste on laisse le satellite et après il explose et crée beaucoup de débris. Voilà, prévenir des collisions orbitales. Avant, le satellite n'était pas, il n'est pas manœuvré. Maintenant, il y a beaucoup de satellites, ils sont miniaturisés. Donc, toutes les Starlink, ils sont vraiment petits, c'est quelques kilogrammes. Mais ils manœuvrent toujours. Il fait de ça et ça aide d'éviter des collisions. Garantir d'élimination post-mission, par exemple, de règles de 25 ans. Qu'est-ce que c'est cette règle? Maintenant, c'est devenu encore plus dur. Maintenant, c'est règle de 5 ans. Donc, avant, on peut laisser le satellite sur l'orbite pendant 25 ans de rien faire. Et cette satellite peut juste, par la gravitation, parce que la Terre et la gravitation, donc, elle tire le satellite et cette satellite il peut juste tomber sur la Terre naturellement. Donc les gens, les constructeurs, des ingénieurs, ils ne font rien, juste poser ce problème sur la gravitation. Maintenant, ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose pour retirer. Même pendant pas que 5 ans, mais pas 25 ans, mais maintenant c'est 5 ans aussi. Ici, je dis ce document, donc c'est l'indirect du comité entre agences de coordination de débris spatiaux, c'est ce comité que j'ai mentionné. Aussi, il y a résolution des Nations Unies. Et maintenant, ISA, donc c'est Agence spatiale européenne, ils ont créé des projets qui s'appellent Zéro débris. Et il veut mettre fin à la production d'un nouveau débris jusqu'à 2030. Qu'est-ce qu'il y a autre? Donc, c'est important de surveillance sur l'espace, de l'espace. Comme j'ai dit, le débris spatial doit être identifié. Mais comment faire ça? On ne peut pas regarder juste dans l'espace et voir le satellite de quelques centimètres. Ce n'est pas possible. Même de satellite entier, ce n'est pas visible. Donc, il y a beaucoup de systèmes de suivi, de surveillance et suivi de l'espace. Mais ici, il y a le problème aussi de parties. Donc, c'est vraiment différent parce qu'il y a ce système européen qui était fondé dans 2015. Avant, c'est les États-Unis qui posaient cette fonction sur les militaires. Donc, il y a une Space Command.
Aussi, il y a centre chinois, bien sûr. Il y a le réseau international des entreprises. Donc, c'est juste comme l'activité publique juste de se réunir et partager les données par rapport de tous les satellites qu'il y a là-bas. Voilà, mais il y a les problèmes parce que le système de surveillance spatiale demeure fortement fragmenté et les techniques employées varient selon des acteurs. Donc, beaucoup de pays ne veulent pas partager cette information, même s'ils ils ont. Et tout comme le type de données recueillies, leur qualité et leur accessibilité. Donc, il y a les problèmes ici aussi. Et le troisième niveau, c'est services en orbite. Il y a aussi, même si ce n'est pas vraiment les pratiques courantes pour l'instant, mais il y a les technologies, il y a même quelques règles par rapport de ça. Par exemple, il y a un consortium de l'exécution des opérations de rendez-vous et de maintenance. Donc, c'est aussi beaucoup d'opérateurs spatiaux qui se réunissent, y compris qu'il faut faire quelque chose, il faut nettoyer l'espace ou réutiliser le satellite en orbite. Et ils ont créé les normes techniques de quelques protocoles opérationnels pour ce type d'activité. Et aussi, ça s'est commencé que chaque pays, il fait la réglementation pour eux-mêmes. Et par exemple, le Japon, il était premier dans 2021. Ils ont créé de réglementation comment faire le service en orbite. Et même si service en orbite, il peut considérer aussi comme activité militaire, comme je vous mentionnais avant. Voilà, donc technologies sont encore développées et il n'existe pas de réglementation spatiale internationale unifiée à ce sujet et l'exception des procédures d'autorisation d'activités spatiales prévenues par certains États. Et voilà, est-ce que j'ai quelques temps un peu? Oui? Ok, super. Je veux vous dire que vraiment, pourquoi débris spatial? C'est pas que parce que c'est mon sujet préféré, mais c'est parce que vraiment, débris spatial, c'est comme vous savez, le soleil, et après le soleil, il y a beaucoup de rayons qui expliquent que droit, il est tellement interdépendant que si on parle de débris, on touche toutes les questions de droit. Par exemple, aspect de sécurité, j'ai déjà un peu mentionné, mais les créations de débris constituent une arme de destruction massive. Et je n'ai pas dit ça, mais dans le droit spatial, il n'y a pas interdiction de lancer des armes dans l'espace, armement dans l'espace. Mais il y a limitation que ce ne doit pas être arme de destruction massive. Toutes les autres, c'est possible. Mais celle-là, ce n'est pas possible. Voilà. Mais le débris, comme il pose grand risque, ça peut être vraiment des armes de destruction massive. Le service en orbite, est-ce que c'est une arme? C'est aussi toutes les questions de droit humanitaire. Est-ce qu'on peut toucher ou détruire quelques types de satellites parce qu'il fait la guerre il aide de faire la guerre? Par exemple, ce n'est pas de propagande, mais vraiment, comme l'Ukraine, elle a utilisé beaucoup de données spatiales, et c'était données spatiales d'entreprises commerciales. Dans le comité d'élimination des armes, dans le cadre des Nations Unies, il y a les comités comme ça. Et dans le cadre de ce comité, la Russie a posé la question si données spatiales commerciales, il aide à faire la guerre. Est-ce qu'on peut détruire ça comme un combattant? Donc, c'est quelqu'un qui était engagé dans la guerre. Donc, c'est aussi la question des droits humanitaires. Si on parle d'aspects écologiques, l'encombrement spatial et la pollution doivent être envisagés dans le cadre de l'article 9 du traité de l'espace. C'est là que j'ai mentionné, comme je parlais d'extraterrestres. Menace pour le développement durable des activités spatiales, c'est aussi parle de débris. Aussi, maintenant, c'est une nouvelle branche de droit spatial qui est très courante, discutée dans l'ONU et les autres conférences internationales.
comme il y a plus en plus de débris, ils sont dans les orbites basses, donc c'est des orbites jusqu'à 2000 km. Et tous ces satellites, ils tombent sur la Terre. Et ça pose maintenant le problème, pas que écologie spatiale, mais écologie neutre sur la Terre. Parce que comme ça brûle, beaucoup de produits chimiques restent dans l'air et on respire de ça. Aussi, maintenant, OK, on utilise beaucoup l'océan comme les poubelles dans le maritime, activité maritime, mais maintenant, l'océan, il utilise beaucoup pour faire tomber de satellites. Et aussi, ça réchauffe de l'océan, ça tue beaucoup des espèces, et voilà. Et pas que océan, beaucoup de Starlink, ils ont tombé en Pologne, n'importe où. Voilà. Donc, c'est vraiment la question aussi pour l'environnement terrestre. Et la préservation de ciel sombre et silencieux, c'est pour astronomes. Il y a le terme, c'est un terme juridique, le ciel sombre et silencieux. Si on regarde dans l'espace, et on voit pas que des étoiles, on voit de lignes, de fils, de satellites. Ça gêne les astronautes, ça gêne à nous aussi, parce qu'on ne voit pas vraiment, et ça gêne les artistes qui veulent voir et inspirés par quelque chose de naturel qui a existé milliards d'années, mais pas que Starlink, par exemple. Et les autres, OneWeb, je ne sais pas. Il y a plein de projets comme ça. Voilà, si on parle d'écologie. Il y a aussi les aspects d'autorisation et de surveillance. Oui, ça peut être un peu ennuyant, mais c'est très intéressant pour les juristes. Si on parle de responsabilité, c'est ça que je n'ai pas mentionné. Oui. C'est qui est responsable d'activité spatiale? Il y a article 6 du traité de l'espace qui dit que c'est l'État qui lance le satellite et est responsable pour ce satellite. Mais si on parle d'activité commerciale, c'est qui est responsable? Et c'est comme ça on tire la fil de droit, parce que oui, ça reste que c'est l'État qui est responsable, mais si on parle d'activité d'entreprise commerciale, ce sera une entreprise sur juridiction de qui il est. Donc, c'est l'État qui fait la juridiction sur cette entreprise. Mais c'est droit international. Mais si chaque pays, il fait... mais comment après... donc, si par exemple, il y a deux satellites qui se croisent et il y a l'accident. Ça fait comme ça. Il y a la convention de responsabilité, c'est une autre convention, et qui dit que, OK, c'est deux pays qui doivent se régler et ça dépend de responsabilité de chaque pays. Donc, c'est pas vous devez payer pour tout. Mais si on parle de deux entreprises commerciales, donc d'abord, c'est pays qui payent l'un et l'autre, et après, il revient. Et toute cette charge, il demande de ces entreprises. Et pour éviter beaucoup des accidents comme ça, il y a des réglementations qui s'appellent des autorisations. Donc d'abord, chaque pays, il demande de niveau de professionnel de constructeurs, d'ingénieurs. Après, il demande est-ce que vous pouvez payer après si accident arrive. Donc, il y a toutes les grandes listes. Avant de lancer des satellites dans l'espace, il faut suivre de cette liste et prouver pour l'État que vous êtes capable. Donc, il y a cette question d'autorisation. Oui, ici, je mentionnais l'OS, c'est loi activité spatiale. Donc, c'est une loi française, précisément. Donc, il y a, c'est bien écrit dans la loi de article 5 de cette loi. Il arrête devant 6, 28, c'est aussi des lois françaises. OK, on laisse autorisation et aller de aspect commercialisation.
Donc, c'est augmentation du nombre de satellites au service terrestre et en orbite renforce les boucles de rétroaction à l'origine de l'effet Kessler. Donc, c'est-à-dire que plus de satellites, plus de donc qui nous avons besoin pour service pour utiliser sur la Terre, plus de problèmes pour le nettoyer. Aspect de registration, je peux dire comme immatriculation et surveillance. Donc, j'ai dit qu'il faut partager les données pour l'un et l'autre et pas le cacher parce que c'est la sécurité. Et aussi, il y a l'aspect de recours de l'intelligence artificielle. Et automatisation des manœuvres, parce que toutes les Starlink, par exemple, oui, je mentionnais beaucoup Starlink, mais c'est juste un exemple que tout le monde connaît. Elle utilise intelligence artificielle pour manœuvre. Et ça pose le problème parce que s'il y a cette menace de collision, chaque opérateur, il communique l'un et l'autre. Il dit non, c'est toi qui dois le faire parce que moi, je ne peux pas, je n'ai pas le carburant, je n'ai pas. Il y a beaucoup de situations. Mais les satellites qui utilisent l'intelligence artificielle, il peut dire mais je peux rien faire parce que j'ai programmé et c'est pas manuel, je peux rien faire. Et c'est comme ça que les gens peuvent augmenter. Donc c'est aussi la question de intelligence artificielle et tous les systèmes numériques. Et voilà, donc c'est fin de ma présentation. J'espère que vous avez apprécié quelque chose. Et je serais vraiment ravie de répondre à votre question. Merci encore. Merci. Donc, on va faire passer le micro parce que la conférence est enregistrée. Donc, il est important de parler au micro. Alors, c'est pas de question. Je vais lancer la première question. Donc, il y en a plusieurs qui me... la première, plus humoristique, mais qui peut être grave. Mais c'est issu d'une question qu'on m'a posée une fois et je n'ai pas su répondre. Si un jour, dans l'ISS, un astronaute tue un autre astronaute, quel droit qui s'applique? Le droit de la nationalité de l'astronaute, ou alors, ça dépend de quel quartier il a été tué. Enfin, voilà. Je ne sais pas si... Oui, c'est une question vraiment compliquée, juridiquement. et ça dépend beaucoup de critères. Mais généralement, c'est bien sûr le droit de cet astronaute. Parce que toujours, on s'applique par rapport de questions comme faire morte autre personne, le droit qui s'applique pour cette personne-là. Donc, s'il est citoyen de, je ne sais pas, j'espère que pas la France, mais citoyen d'un pays inconnu, ce sera le droit des codes criminels des pays inconnus. Mais l'autre pays, si par exemple, donc ce sera un code pénal de quelqu'un qui est tué. Donc, c'est à lui s'applique. Mais si, par exemple, autre pays, donc si c'est autre qui était mort, il est citoyen d'autre pays, et ce pays, il est engagé, bien sûr. S'il n'est pas d'accord, par exemple, si cette personne n'a pas suivi aucune conséquence, ce pays, elle peut poser cette question dans le corps international. Donc, c'est possible de relancer et de cette procédure de punir les gens, les personnes d'une manière appropriée. Voilà. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc, j'ai fait le plus dur, j'ai fait la première question. Merci. Merci à vous. Est-ce que entre le droit de l'espace et ce qui se passe en Antarctique, est-ce qu'il y a une correspondance entre les deux? Est-ce que pour faire le droit de l'espace, on s'est inspiré de ce qui avait été fait en Antarctique? Oui et non. Parce que, parce que l'espace, l'océan haut et l'Antarctique, c'est l'espace des biens communs, on peut dire comme ça.
Mais comme j'ai dit que l'espace extra-atmosphérique, donc il y a le doute maintenant si on peut le considérer comme le bien commun. Donc il y a vraiment approche différente. Et aussi, c'est marrant parce que on sait par rapport de Antarctique aussi peu que qu'est-ce que nous savons par rapport de l'espace. Je parle ici de physique, pas de droit. Donc il y a beaucoup des conditions qu'on ne sait pas comment le système climat, le système naturel, il peut réagir. Et c'est pareil dans l'espace extra-atmosphérique et aussi dans l'Antarctique. Parce que maintenant, il y a une interdiction de faire l'extraction de ressources dans l'Antarctique, mais c'est pour 50 ans et ça va terminer bientôt. Et il y a beaucoup de politiques qui disent que oui, on n'a pas besoin de ça. Je ne veux pas mentionner, mais on sait vraiment c'est qui. Et comme ça, oui, on toujours discute les cas d'Antarctique pour inspirer. Mais en même temps, c'est pas pareil parce que, par exemple, si on parle d'espace extra-atmosphérique, on parle toujours d'autres types de êtres vivants. Je ne dis pas ici par extraterrestre comme humain, mais il y a beaucoup de choses biologiques qu'on ne sait pas. Il faut se protéger. Aussi, accéder à l'Antarctique, c'est plus simple que, par exemple, sur la Mars. Donc, et cette subtilité, cette subtilité technique et physique, ça impacte des droits aussi. Et c'est vraiment c'est ça la différence. Et c'est pour ça on inspire, mais on parle toujours que maintenant ici on ne peut pas s'appliquer ce type de réglementation. Voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez mentionné qu'il fallait des autorisations de la part des pays pour les satellites commerciaux pour être lancés. Exactement. Donc on part du principe ici que les autorisations sont les mêmes quel que soit le pays qui accepte le lancement, ou il y a une sorte de tolérance en fonction des pays qui acceptent ça? Oui, c'est une question vraiment importante parce que chaque pays il fait sa propre réglementation qui est différente, qui sont vraiment différentes. Donc cadre, il est presque pareil parce que c'est toujours assurance. Donc, il faut quoi? Il faut protéger de professionnalité d'ingénieurs. Il faut toujours d'avoir quelques moyens de retirer de débris spatial. C'est toujours, dans chaque pays, il y a ça. Dans chaque pays aussi, il y a de garanties financières, donc comme assurance. Donc, certaines sommes, il doit être déposées avant le lancement pour protéger les pays de dépenser pour l'accident comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas aucun cas quand un pays il a porté plainte contre autre pays par rapport de débris spatial. Mais il y avait beaucoup de collisions. Par exemple, dans 2009, c'est vraiment d'exemples qui est toujours mentionné. Dans 2009, il y a eu une collision entre Iridium, donc c'est une satellite, c'est une constellation de satellites américains qui était donc il y a eu la collision avec un satellite soviétique, donc il n'était pas fonctionnel, mais quand même. Et donc c'est deux pays qui peuvent quand même discuter. C'est pas le petit pays qui, ok, on ne va pas. Ici, vraiment, il y a le problème, mais aucun pays donc il y a les parités. Je ne sais pas si vous avez dit ces mots. Donc c'est comme un pays, il ne dit pas comme autre rien. Donc on ne voit rien. Et il y a le droit. Donc, il faut vraiment porter plainte. Donc, il y a les conventions de responsabilité, il y a toute cette autorisation. Mais pour l'instant, il n'y a pas de question pour ça. Il y a juste un cas
quand les conventions de responsabilité il étaient appliquées, c'était quand un satellite avec l'énergie nucléaire, il était tombé au Canada. Et c'était un satellite soviétique, donc c'était dans les années 80, fin d'année 80. Et dans ce cas, il était appliqué convention de responsabilité, mais en fin de compte, tout était réglé par le moyen diplomatique, même pas de toutes les procédures de cette convention. Donc oui, mais aussi il y a autre question. Et les entreprises commerciales, elles peuvent porter plainte contre autres entreprises commerciales. Mais c'est dans l'arbitrage. Et l'arbitrage, c'est fermé. C'est un type de cours qui, on se communique d'entreprise, trouve notre juge, qui on considère comme vraiment important, qui peut régler cette question-là. Et voilà. Et nous, comme juristes, on ne peut pas utiliser ça parce qu'il y a une interdiction de montrer, de parler de tous les matériaux de ces cas. Donc c'est pour ça il y a la réglementation, mais c'est vraiment, ça ne marche pas vraiment comme il faut, comme il y avait l'idée, comme ça doit marcher. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu parce que je porte un peu loin. Voilà. D'accord. Oui. Oui, merci. J'aurais voulu savoir, à l'heure actuelle, les frontières sont quand même l'objet de conflits multiples sur notre terre. Et j'aurais voulu savoir l'espace avec votre exposé. On voit bien que ça appartient pas à grand monde pour l'instant. Et vous ne croyez pas que si un des pays avec effectivement l'amélioration des techniques prend le dessus, on parle États-Unis, Russie ou Chinois, prend le dessus sur un autre, peut être l'origine d'un conflit violent, mondial. Sur la Terre ou dans l'espace? Non, sur la Terre déjà ça se passe pas très très bien, mais justement si un des trois que je viens de citer prend le dessus sur l'espace, parce que encore la technologie n'est pas encore complètement affirmée, est-ce que ce serait pas l'origine d'un conflit des deux autres pour justement essayer d'équilibrer les forces? Pour l'instant, c'est plus ou moins équilibre. C'est pour ça qu'il y a par exemple, si on parle de Chinois qui était première, qui posait des satellites dans le côté sombre sur la Lune, c'était vraiment waouh, personne n'a pas fait ça. Et même Américains nous disaient ah non, nous n'avons pas fait ça, c'est vraiment une horreur. Et les technologies de communication, quantum communication, et ils ont dit que ce n'est pas possible de faire le cyberattaque là-bas. Et juste hier, j'ai lu un article que les Américains ont fait un système vraiment de casser cette communication et de faire cyberattaque sur ce type qui était incassable. Donc oui, technologiquement, c'est comme ça. Donc il y a parité plus ou moins. Si on parle de questions juridiques, sur l'exemple d'extraction de ressources lunaires, par exemple, il y a une réglementation sur l'accord d'Artémis. Donc c'est un traité, c'est pas traité parce que juridiquement c'est pas traité, c'est juste volonté de pays. Donc moi comme juriste, je suis vraiment précise, c'est pas vraiment ce texte qui explique des volontés de chaque pays et tu peux dire oui, je suis cette volonté des États-Unis et l'autre, c'est pas possible de la rejeter non plus aussi. Donc si tu acceptes, tu pars, c'est tout. Donc il y a ce document, je peux dire comme ça, qui propose de zones, donc c'est une partie de la Lune par exemple, ça s'appelle zone de protection.
Avant, ça n'existait pas. Dans le traité de l'espace, ça n'existait pas. Et c'est un peu de... Il y a de collision juridique entre le article 1 du traité de l'espace qui dit toutes les corps célestes, tout l'espace, il est ouvert pour tout le monde. Si tu peux l'accéder, tu as droit de tout. Et cette zone de soi-disant protection, c'est un plus gros article donc, dans ce document. Il explique qu'il faut vraiment de préciser le territoire sur lequel tu peux dire que tu ne peux pas, autre pays, autre acteur, il ne peut pas accéder, ou il doit accéder, mais il faut prévenir. Et comme tu préviens, il peut faire n'importe quoi. Donc, il y a cette règle qui n'est pas claire par rapport de tout vrai droit dur que nous avons. Mais quand même, c'est une norme qui peut aider un peu, parce que s'il y a un territoire qui t'est appliqué, oui, c'est pour moi, et c'est aussi temporaire. Tu ne peux pas dire que je fais l'occupation d'une partie de la Lune pour l'éternité. Il faut prouver pourquoi c'est tel temps et pourquoi c'est tel type de territoire. Et aussi, c'est possible, parce que j'ai demandé aussi des gens qui créaient cette norme, j'ai demandé, mais il y a beaucoup d'activités, ce n'est pas que extraction de ressources. On peut poser, vous savez, il y a le radiotélescope, il y a plein de choses, autres types d'activités spatiales, et c'est peut poser sur le même territoire. Est-ce qu'on peut partager si c'est activités spatiales différentes? Ils ont dit oui, c'est possible aussi. Donc, juridiquement, on essaye de régler cette question-là. Techniquement, il y a l'équilibre plus ou moins. Et aussi, politiquement, oui, c'est un grand enjeu qui se peut exploser. Et même, j'ai vu, c'est marrant, il y a une carte entière de la Lune qui est déjà partagée précisément, la Lune entière précisément entre pays différents. Et aussi, il y a autre type autre proposition de chercheurs. Par exemple, en Luxembourg, il y a un centre de recherche, parce que Luxembourg, c'est un pays qui était un des premiers qui a fait la réglementation d'extraction sur la Lune. Donc, il y a une loi par rapport à ça. C'était États-Unis, après Luxembourg, Arabie. Comment ça s'appelle en français? Émirats. Voilà, Émirats et Japon, c'était un pays qui fait sa propre droit sur l'extraction sur la Lune. C'est droit national. Donc là-bas, à Luxembourg, il propose d'utiliser de blockchain, donc les satellites, les petits satellites, qui va circuler sur toute la Lune entière, qui va trouver quoi de faire l'extraction, qu'est-ce qu'il y a comme ressources précieuses. Et ça n'appartient à personne, donc il n'y a pas de juridiction. Et ce sera sur le blockchain, donc c'est comme avec l'argent, donc ça n'appartient à personne. Et il veut vendre à n'importe qui. Donc, qui paye plus, c'est l'elfe. Mais il y a aussi les questions économiques. Si, par exemple, la Chine, les États-Unis, ou même, j'espère, la France, elle peut accéder là-bas, si on peut parler que les autres pays, ils n'ont pas droit d'accéder là-bas. Il y a vraiment de grands discours de pays qui ne peuvent pas accéder et qui ne fait pas partie de Artemis ou l'autre laboratoire scientifique. Donc, je peux répondre comme ça pour l'instant. Et aussi, juridiquement, il y a 2 groupes de travail dans l'ONU sur la réglementation de l'extraction de ressources sur la Lune. Un groupe de travail, c'est mon ami, et il est presque fini, il est chef de ce groupe de travail, presque fini de régler. C'est plus de questions économiques, il s'occupe de plus de questions économiques. Et moi, je fais partie des autres groupes de travail qui
plus de questions protégées comme des artistes, protégés d'environnement, la Lune et les autres choses. C'est juste commencé il y a un an, cet groupe de travail, et normalement, ce sera 5-7 ans de créer cette loi, parce que c'est extrêmement compliqué de... Chaque pays, il essaye d'éliminer l'autre, d'intérêt autre, et c'est un discours horrible. Donc, un document, il y aura dans 2 ans, donc on verra qu'est-ce qu'il veut finir et c'est quoi sera la nouvelle réglementation dans le niveau ONU. Quand même, c'est respecté par les pays, plus ou moins. Et l'autre, ce sera dans 7 ans, donc on verra dans le futur proche. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question sur le droit. Finalement, c'est de l'application. C'est pas que des textes juridiques avec des notions, même si c'est très important. Ouais. Donc, devant quel tribunal on se pourvoit pour faire respecter le traité international de 1967, par exemple? Enfin, qui juge? Qui a autorité? Parce que je comprends que le Luxembourg a rédigé sa propre réglementation. Donc là, il y a quelque chose que je comprends pas. Loi, oui. Et est-ce qu'il y a de la jurisprudence? Est-ce qu'il y a au-delà des textes juridiques, est-ce que les juges se sont prononcés et ont ajouté un droit coutumier, jurisprudentiel, aux textes internationaux qui ont été écrits? Merci. Oui. Par rapport aux cours internationaux à respecter, dans les conventions de responsabilité, il y a une procédure comment créer le cours pour ce type de questions. Donc c'est une cours ad hoc, donc c'est juste pour certains cas. Donc c'est pas le cours qui travaille toujours. Pour toutes les questions internationales de droit spatial, on peut soit aller sur cette cour ad hoc, donc temporaire, pour les responsabilités, parce que ça fait une grande partie du discours. L'autre type de question, par exemple, comme Eric a posé par rapport au droit criminel, c'est toujours le cours national. Aussi, on peut aller dans le... c'est pas court comme on imagine dans le pays. Parce que, par exemple, s'il y a la question de pollution nucléaire, parce que c'est aussi possible. Il y a des nations de quelques pays qui veulent même utiliser les énergies nucléaires dans l'orbite basse. Il y a une réglementation, c'est pas de traité, c'est pas de droit dur, mais il y a réglementation comment utiliser des ressources nucléaires, mais c'est toujours pour les voyages loin, dehors de système terrestre, donc c'est sur la Lune, sur l'autre planète, voilà, comme ça on peut. Mais il y a le pays qui veut dire qu'on peut utiliser ça pour orbite basse. Et pour ça, par exemple, il y a une cour, mais cette cour, c'est encore une fois ad hoc. Donc, c'est toujours quelques pays, il fait le choix de juge. Donc, c'est toujours soit juriste bien connu dans ce domaine, soit même c'est pas juriste. C'est possible d'engager les ingénieurs, personnes qui connaissent bien les particularités de l'activité spatiale. Et ça s'appelle arbitrage. Donc, on toujours parle d'arbitrage si on parle de discours d'activité spatiale. Mais arbitrage, il y a un arbitrage ad hoc, donc c'est juste pour un certain cas, mais il y a aussi les arbitrages spéciaux. Donc, par exemple, en Hollande, il y a un cours de justice internationale
Et dans le cadre de cette cour, il y a une petite branche, donc c'est arbitrage d'activités spatiales. Donc c'est cours qui travaille toujours. Et il y a cette cour, il est créé de réglementation exprès pour comment il faut régler les questions spatiales, avec engagement aussi d'acteurs commerciaux. Et comme c'est toujours fermé, cette procédure, on ne sait pas comment ça marche là-bas. Moi, j'ai préparé pour le dernier congrès international de l'espace, une grande conférence, j'ai préparé un article qui est comment il faut régler les questions spatiales avec les doubles usages, par exemple, s'il y a l'intérêt militaire et en même temps commercial. Parce que militaire, c'est toujours fermé, l'information ne peut pas accéder. Commercial, il y a aussi le secret commercial. Mais ce type de cours que j'ai mentionné, on peut utiliser pour régler cette question. Et ce n'est pas que là. Il y a aussi dans les Émirats, ils ont créé ce propre type de cours. Mais mon collègue qui travaille là-bas, il me dit que ça ne marche pas vraiment là-bas. Donc, ils ont créé cette cour, mais il n'y a pas d'intérêt d'utiliser et de régler. Donc, maintenant, on a quoi? On a un système, donc cette cour qui peut être créée dans le cadre de convention de responsabilité. Après, c'est en Hollande, cour de justice. Et troisième, c'est toujours arbitrage ad hoc, donc temporaire pour certains cas. C'est comme ça. Soit c'est droit national, donc si ça touche les personnes spécialement, voilà. Voilà. Ah si, posez votre question. Donc, comme vous le disiez, la Lune est découpée en territoires. Oui. Mais ça s'oppose avec le traité de l'espace. Mais du coup, est-ce qu'on peut considérer que c'est le premier qui établit sa base, qui légitime ce territoire? Non, parce que ils ont juste donc ils ont fait cette image, donc créée, mais c'est pas de proclamation politique et juridique. Donc, c'est considéré comme recherche scientifique. On sait que dans certains endroits, il y a certains types de ressources, et ce type de ressources, ils ont trouvé par citoyens de certains pays, comme la Chine. C'est pour ça qu'ils ont dit que la Chine peut aller là-bas, par exemple. Mais la Chine, je dis, ok, j'ai pris la Chine comme exemple, mais c'est pas que ça. Mais elle n'a pas dit que moi, je veux faire l'appropriation de certains types de certains endroits sur la Lune. Donc, il n'y a pas de raison juridique pour dire qu'ils ont cassé l'article 2, qu'ils ne suivent pas l'article 2 du traité de l'espace qui dit qu'aucun corps céleste ne peut pas s'approprier. C'est pour ça, pour l'instant, si aucun pays n'est pas dit qu'il veut juste utiliser ça et personne d'autre n'a pas droit d'aller là-bas, ça va. Donc, pour l'instant, nous parlons juste dans la dimension scientifique et de plans pour inspirer d'activités commerciales. Parce que pour payer beaucoup d'argent, parce que commercial, il paye beaucoup d'argent pour aller là-bas, il doit être sûr qu'il y a quelque chose là-bas. C'est pour ça qu'il y a un chercheur qui fait sa recherche et qui inspire ça. Il paye et il fait aussi cet impact. Il a dit, voilà, on peut régler quelque part avec l'autre pays que vous pouvez y aller. Par exemple, comme je mentionnais, cette zone de protection. Donc, mais s'il n'y a pas personne pour l'instant, il n'y a pas de déclaration juridique et politique, donc c'est juste de intention. Et c'est tout. Voilà.
C'est la même chose qu'avec le parti. Vous savez, il y a c'était très connu que chaque personne, il peut acheter une petite terre, un petit bout de lune, par exemple. Oui, mais c'est pas que marketing, c'est pas vraiment il n'y a pas de protection juridique derrière. D'abord, tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas vérifier, je ne sais pas, de cultiver de pommes de terre là-bas. Tu ne peux pas, après, comme il y a article 12, tu ne peux pas s'approprier, donc c'est hors de protection juridique. Donc c'est que de inspiration qui est, oui, j'ai une petite étoile qui s'appelle Anna, pourquoi pas. Mais je n'ai aucun droit de cette étoile. C'est juste pour mon plaisir. C'est comme ça aussi de cette... Voilà. Et ça arrive souvent. J'ai eu le cas il y a plusieurs années où une personne en début de séance ou en fin de séance vient me voir en disant je voudrais vous montrer cette étoile-là. Je regarde l'étoile, je dis mais c'était une étoile vraiment très très peu lumineuse que personne ne voit. Je dis mais pourquoi cette étoile-là? Et c'est là qu'elle m'a expliqué je suis propriétaire de cette étoile. J'ai dit étonnant. Voilà. Oui, et c'est là que j'ai découvert, mais il y a de ça, je ne sais plus, 10, 15 ans, 20 ans, qu'il y avait effectivement des ventes d'étoiles. Enfin, oui, c'est vision anthropocentriste. On pense qu'on peut approprier quelque chose qui est jamais, on ne peut pas accéder dans le cadre de notre vie pour aller là-bas, mais c'est juste pour notre plaisir. Mais pourquoi pas? On crée tellement beaucoup des illusions dans notre vie. Pourquoi les illusions tellement beaux comme ça? Et commercialisement, j'aurais le droit, moi, de faire des papiers comme ça. Oui. Oui, alors, j'avais une question tout à l'heure, mais je vais plutôt poser une autre question par rapport à ça. Très concrètement, si quelqu'un d'autre veut acheter la même étoile que celle que cette personne-là a achetée, est-ce qu'il y a quand même quelque chose? Alors, je sais que voilà, personne n'ira jamais, c'est une vision hyper anthropocentrée, on est d'accord, mais en termes commerciaux, par contre, se joue quelque chose, notamment si plein d'entreprises se mettent à proposer l'achat de bouts de terre sur la Lune, par exemple, pour aller moins loin que sur des étoiles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va encadrer ces ventes-là? Parce que sinon, on va pouvoir être plein à être propriétaire de la même partie de la Lune ou de la même étoile. Bien sûr, et ça, ce n'est pas droit spécial du tout, c'est droit de protection des biens intellectuels. Donc, si une entreprise, il vend quelque chose, ils vendent l'idée que tu peux avoir, que tu peux nommer quelque chose. Donc, c'est comme un droit intellectuel. Et si une entreprise vend les mêmes choses pour les personnes différentes, c'est droit civil et droit de biens intellectuels. Et on peut régler ça dans les mêmes juridictions si cette entreprise, il travaille dans un pays. S'ils travaillent dans le monde entier, quand même, ils ont des juridictions d'un pays, parce que ça dépend de 600... Oui, voilà. Et aussi, il y a le droit de protection de biens intellectuels, même international. Donc, c'était protégé par une personne et il peut porter plainte sur cette entreprise et prouver qu'il était première, par exemple. Donc, c'est tout simple, mais ce n'est pas du tout droit spatial. Vraiment, c'est juste les fleurs d'espace, mais, mais pas les contenus. Voilà. Aucune question? Bien, donc on va penser à conclure. J'ai apprécié une partie parce qu'on a, pas débat hier soir, mais questionnement. On a évoqué le financement, l'argent, et merci de cet éclairage à un moment donné de la conférence, où effectivement, on dépense pour aller dans l'espace, mais les retours sur investissement sont énormes par rapport à ce qui se passe sur Terre. Et souvent, quand on dépense en euros, il y a beaucoup plus d'euros qui vont faire tourner et qui vont créer de l'économie. Donc, je trouve que ça complète très très bien ce questionnement qui s'est posé hier soir. Donc, fin de la soirée, d'autres rendez-vous. Donc, en astronomie, donc demain soir, Françoise Combe proposera une conférence. Dans le cadre de la semaine de l'espace, bien d'autres activités ici à Mendès France, et on parlait de chute
d'objets. Un film, Salut de 7, sera proposé donc au TAP Cinéma Castique lundi soir, où justement, peut-être que cette sonde pourrait retomber sur Terre, mais heureusement, il y a des astronautes qui vont arriver. Oui, et le jeu de société. On va donc là, effectivement, en mode conférence, mais mode plus ludique. Samedi après-midi, donc découverte d'un jeu de société. Venez, j'ai créé vraiment les choses impressionnantes. Voilà. Oui, je suis très timide, mais ça, je peux vraiment prouver parce que c'est un projet de 3 ans en coopération avec CNES. Et j'ai testé ces jeux même en Australie. Donc vraiment, c'est un projet de recherche. Elle est un peu compliqué, mais je le simplifie un peu. Donc il y a 3 axes que j'essaye d'attirer l'attention et expliquer. C'est de questions physiques. Donc il y a le petit satellite que vous pouvez même déconstruire et de créer votre propre nuage de débris spatial. C'est vraiment marrant. Aussi, il y a le axe économique parce que vous opérez de AstroCoin, c'est une petite étoile qui tourne de économie spatiale. Vous pouvez acheter le service en orbite, vous pouvez acheter des services pour la Terre, plein de choses. Et le 3e axe, c'est de droit. Donc, il y a beaucoup de cartes qui changent votre configuration de votre intérêt. Par exemple, vous pouvez devenir une militaire, ou vous pouvez créer des constellations avec quelqu'un d'autre, ou vous pouvez perdre votre autorisation. Il y a plein de choses intéressantes. Donc, voilà. Donc, venez jouer et tester le jeu avec moi. Donc, merci. Samedi après-midi, gratuitement. Petite pub. Désolée. Voilà. Donc, voici les prochains rendez-vous. Ensuite, si le sujet vous intéresse, alors derrière moi, il y a la fiche de l'actualité sur la guerre, mais le numéro précédent, c'était sur l'espace, qui est toujours en vente ici à l'Espace Mendès France. Et rappelez que Mendès France est une association. Et soutenez-nous, c'est important. Et comment vous soutenir? Déjà en étant là présent ce soir, en venant à nos activités, puis un petit geste supplémentaire qui serait de devenir adhérent, membre de l'Espace Mendès France. Voilà. Donc, je vous souhaite une très, très bonne soirée et à très prochainement. Au revoir. Merci beaucoup pour votre attention.